C'est bon. Alors bonsoir, donc je suis le directeur de l'association monégasque pour la protection de la nature, c'est-à-dire la MPN, qui est gestionnaire des aires marines protégées de Monaco. Et nous avons initié il y a quelques années des cycles de conférences de manière à sensibiliser un petit peu le grand public à diverses thématiques. Donc on a pu faire des conférences sur les récifs artificiels, les mérous, les corbes, les espèces invasives, etc. Et donc, ce soir, nous avons une conférence qui va être faite par Jean-Vincent Vieux-Ingracia, qui a un master de biologie et d'écologie marine et qui est membre de la MPN et en même temps un membre du conseil d'administration de l'association Nature Dive et qui va expliquer qui va répondre à toutes les questions que vous aurez voulu poser sans oser non plus aussi les poser. Donc, le sujet sera les grottes sous-marines. Donc, c'est un sujet passionnant qui va nous permettre de plonger au cœur de la Méditerranée et d'un écosystème dans lequel on ne va pas systématiquement, ou en tout cas pas facilement. Voilà. Donc, Jean-Vincent, c'est à toi. Tu peux compléter ta présentation si tu le souhaites. Et bonne conférence à tous. Bonsoir à tous, du coup, je suis très heureux d'être ici. Donc effectivement, je fais partie de l'association Nature Dive qui fait des sciences participatives, mais aussi des inventaires patrimoniaux, etc., patrimoniaux. Et je fais aussi partie du conseil scientifique des îles de Lérins. Donc c'est aussi notre association qui fait beaucoup de plutôt type bureau d'études et qui travaille sur l'impact humain, anthropique, mais aussi les médicaments en mer, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce sujet des grottes sous-marines de Méditerranée, qui a été mon sujet de thèse de Master 1 au laboratoire ECOSI, anciennement Ecomer. Et en fait, j'ai continué à lire et à me passionner pour cet écosystème particulier, puisque justement, on va le découvrir, il est complètement différent de tous les écosystèmes méditerranéens qu'on peut connaître. Il a ses grandes parts de particularité. Donc, on va démarrer. Alors, les grottes sous-marines, d'abord, c'est où est leur origine. Ça, c'est juste un tout petit point géologique pour savoir d'où est-ce qu'elles apparaissent, toutes ces grottes. Alors, la grosse majorité des grottes sous-marines sont d'origine karstique. Donc, karstique, ça veut dire qu'on a un creusement par l'eau douce, de roches qui sont d'origine organique. Donc, on a les calcaires et les dolomies. Et en fait, cette eau, à force de millions d'années, du coup, va grignoter la roche qui est carbonatée et va du coup créer tout un réseau souterrain de rivières. Alors, ce réseau souterrain aquifère, si on a des mouvements géologiques complexes, si on a une montée des eaux, et ben, ça va se retrouver dans l'eau de mer et à ce compte-là, ça va se remplir. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, la majorité des grottes sous-marines qu'on peut étudier sont d'origine karstique et vont avoir un profil qui va être un profil montant. Donc, on va avoir une entrée à une certaine profondeur et la grotte va monter tout doucement à l'intérieur de la terre pour ressortir souvent entre guillemets vers l'extérieur. C'est l'origine aussi de beaucoup de grottes qui datent de la préhistoire. Hein, on passe par en dessous et ensuite on remonte et on ressort à l'air libre, entre guillemets, on découvre des peintures rupestres, par exemple, à l'intérieur. Alors, c'est ça là qu'on va un peu développer. Voici la carte des grottes sous-marines qui ont été étudiées, donc mis à jour 2021, donc sur une review qui a été écrite par Gero Vassiliou et Bianchi. Donc, Gero Vassiliou, c'est un chercheur grec qui a étudié énormément les grottes croates et grecques, qui donc a écrit cette très grande review avec Carl Miche Bianchi, qui est aussi un spécialiste de cet écosystème particulier. Donc on voit qu'il y a énormément de grottes en Croatie, en Grèce, dû aussi à la présence de nombreuses îles. Il faut savoir qu'il y a un très grand archipel d'îles en Croatie et dans les pays baltes. Et donc, il y a beaucoup de choses à découvrir, notamment des espèces très spécifiques qui ne vivent que dans ces grottes-là. Donc, voici la carte un peu globale. À noter que les grottes de la partie ouest de la Méditerranée, donc j'inclus l'Italie, la Sicile et ensuite donc, certaines Corse, France, Espagne, sont beaucoup plus étudiées que la partie est. Mais ça, c'est historique, c'est dû à l'histoire, c'est historique. Alors, on va voir pourquoi. Alors, du coup, par rapport à cette formation géologique des grottes, on a deux façons
du coup, de voir cet écosystème. Soit on passe par la surface, donc on a une entrée de surface, comme on peut voir cette grande ouverture extérieure, soit on a une entrée qui est déjà sous-marine, donc il faut plonger pour aller la chercher. Donc ces grottes, elles peuvent être à une dizaine de mètres de profondeur, comme elles peuvent commencer à 40 mètres de profondeur. Donc tout dépend du passé géologique, bien sûr, de la région et de sa position géographique. Alors, les précurseurs de l'étude de ces communautés biologiques, ça date de 1949 avec les professeurs Pérez et Picard de la station d'Andoun à Marseille. Pérez a été aussi le professeur de nombreux actuels professeurs d'écologie marine très connus. Ça a été vraiment le début avec l'utilisation du scaphandre pour aller à l'entrée. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient étudié les premiers mètres des grottes sous-marines autour de Marseille, mais ils n'étaient pas allés assez profondément, dû au fait qu'ils étaient reliés à la surface par le scaphandre. Donc, on n'avait pas encore tout le bagage d'autonomie et de technique pour pouvoir explorer cet écosystème-là. Après eux, eh bien, tous ces élèves sont devenus très connus dans le milieu, puisque vous allez reconnaître sur je pense, leur visage. Donc, on peut noter le couple Bélan-Santini, ils sont ici, spécialiste des communautés benthiques. On a Michel Ledoyer qui a beaucoup travaillé sur les mysidacées, que l'on verra d'ailleurs dans la conférence. Il y a bien sûr Jacques Laborel, Jean Vasselet sur les éponges. On a le couple Armelin-Vivien qui a beaucoup travaillé sur les bryozoaires, par exemple pour Jean-Georges, et puis pour Mireille Armelin-Vivien, beaucoup sur les mysidacées également. Carlo Niché-Bianchi, qui est vraiment une pointure dans le domaine des grottes et dans d'autres écosystèmes. Helmut Zibrovius sur les octocorallières et puis sur les cnidaires en général. Et enfin, le dernier visage que l'on voit là, je pense que vous ne le connaissez pas, puisque c'est un vieux monsieur qui date des années 60 quand même, qui est décédé depuis, qui s'appelle Rupert Rilde. Et Rupert Rilde était un Autrichien qui, dans son coin, et qui a écrit des bouquins en allemand et en autrichien, sur la biologie de la faune et de la flore de Méditerranée, mais aussi sur les écosystèmes à l'époque. Et ça a été aussi un précurseur moins connu, disons, que Pérez et Picard en France. Mais il a écrit énormément de choses et ses livres sont toujours utilisés, par exemple, pour la détermination d'espèces et également pour les grottes, puisque, on va le voir après, il a participé justement à la compréhension du fonctionnement des grottes. Donc, ici, vous avez un résumé de la morphologie des grottes. Pourquoi? Parce que, en fait, le premier facteur qui va déterminer ce qu'il se passe à l'intérieur de la grotte, c'est bien sûr sa morphologie. Si la grotte a une seule ouverture, si elle en a deux, si elle est bloquée ou si il y a un cul-de-sac en forme rond, pointu, ou s'il y a une infiltration d'eau douce, etc., tout ça va avoir une influence fondamentale, très très importante, sur les paramètres environnementaux. On sait que les paramètres environnementaux sont les premiers facteurs limitants du développement des animaux, des végétaux, des champignons, etc. Ici, sur ce graphique résumé, vous avez un petit encadré rouge. À l'intérieur, vous avez deux informations. Vous avez cette oscillation qui représente le courant et vous avez cette partie claire et obscure pour vous montrer la pénétration de la lumière. Donc, on voit que selon la forme de la grotte, on a une courantologie qui peut être très variable et on a une pénétration de la lumière qui peut être également très variable. Donc, on comprend tout de suite que ça va avoir une influence très importante sur les peuplements biologiques qui vont se fixer et qui vont se développer dans les grottes. Donc, si vous voulez, l'écosystème de grotte n'est pas identique de grotte en grotte. C'est ça qui est important. On va retrouver des homologies, bien sûr, entre les grottes, bien entendu, mais on a beaucoup d'hétérogénéité. Et cette hétérogénéité, c'est ça qui rend l'étude de cet écosystème tout à fait fascinant, puisque d'une grotte à l'autre, on peut avoir une surprise totale et découvrir des espèces qui ne sont pas sur celles d'à côté, tout simplement parce que la morphologie de la grotte, son positionnement, le nombre d'ouvertures, etc., va changer et donc va permettre d'avoir un développement biologique différent. Si on prend un petit exemple d'une grotte typique karstique, ici vous voyez qu'elle a un profil montant, on part de bas, immergé, et on ressort émergé. Donc ici, on constate qu'on a 4 parties. Alors, dans la majorité des grottes, on s'arrêtera à 3. Ici, on en a 4, mais ce n'est pas le plus important. On a donc l'entrée de la grotte, qui sera toujours notée A dans les études.
On a ensuite une partie qui est semi-obscure, donc qui correspond au premier mètre de l'entrée de la grotte. Et on va avoir un changement rapide, d'ailleurs, dans les paramètres environnementaux. On le verra dès qu'on abordera ce point-là. Ensuite, on ira dans la partie obscure. Donc, comme son nom l'indique, on n'a pas de lumière, donc forcément, on va un peu découvrir ce qui va se passer. Et enfin, on peut avoir des zones obscures avec influence d'eau douce. Donc, comme je vous l'ai dit, comme c'est une grotte karstique, il peut y avoir toujours une rivière souterraine qui se forme et qui arrive par le haut. Donc, on peut avoir effectivement des changements biologiques importants puisque l'apport d'eau douce diminue la salinité et donc les espèces marines ne sont pas trop à l'aise avec ça. Il peut y avoir également des influences au niveau de la composition en minéraux, par exemple des roches, qui peuvent modifier un peu la teneur en minéraux de l'eau localement. Donc ça aussi, ça pourra avoir une importance. Pareil, autre vision pour terminer avec le biotope. Vous voyez que selon la forme qu'elle a, donc soit elle a une forme verticale, soit horizontale, et bien pareil, la zone photique, donc la zone de pénétration de la lumière, va être différente. On peut avoir également un piégeage de l'eau. Donc, vous voyez que quand la forme de la grotte elle est plutôt vers le bas, on peut avoir de l'eau qui se trouve coincée dans la partie obscure, et donc ça aura aussi une conséquence sur les peuplements biologiques par rapport à une grotte qui est plutôt droite, où le courant peut entrer à l'intérieur, tourner et ressortir. Et à ce compte-là, on aura une bonne courantologie. Et à ce compte-là, effectivement, les espèces vont être différentes. Donc ça, c'était un peu pour vous montrer le niveau du biotope, au niveau du milieu, comment les grottes sont formées et justement pourquoi on s'intéresse à elles, parce que justement, on a des communautés biologiques qui sont très différentes d'une grotte à l'autre. Alors, pour juste une petite vision finale en mode plongée, donc ça, ce serait une vision de l'entrée d'une grotte. Donc, on a beaucoup de lumière, on a un accès à l'extérieur qui peut être plus ou moins conséquent selon la grandeur de l'entrée. On a ensuite une partie semi-obscure où on a une diminution de la lumière et des courants. Donc, on va avoir un shift au niveau de la communauté biologique, et on le verra sur les photos, qui est assez radical. Et enfin, une partie obscure où là, on a bien sûr une perte totale de lumière et une diminution, voire une absence totale de courant pour certaines parties et certaines grottes. Alors, à l'entrée, qu'est-ce qu'on a? On a du coralligène stricto sensu. Alors, pourquoi je dis stricto sensu? Parce qu'on va se retrouver avec du coralligène aussi à l'intérieur des grottes, mais ce n'est pas le même. Alors, à l'entrée, eh bien, on va avoir cette communauté biologique typique avec des algues calcaires, des algues rouges, donc du mésophyllum, lithophyllum et Peissonelia, qui vont se développer et créer un substrat dur. Et ce substrat dur biologique va permettre à d'autres espèces de pousser dessus, type gorgone, éponge dure, grand bryozoaire comme cette dentelle que l'on voit ici à droite. Il y a également un jeu avec des foreurs qui vont venir casser la roche, et tout ça crée un ensemble de trous et de grottes qui permettra à d'autres espèces de venir s'y cacher, type congre, murène, mérou, etc. Donc ça, c'est l'entrée, on ne va pas trop s'attarder puisque c'est un autre écosystème qui est le coralligène stricto sensu. À l'intérieur, donc dès qu'on fait les premiers mètres et qu'on a déjà cette diminution drastique de la lumière, eh bien, on perd les algues. Donc, Mesophyllum, Peissonelia et Lithophyllum, qui étaient des algues constructrices de base du coralligène de l'entrée, disparaissent. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ça laisse la place à d'autres espèces, notamment les éponges et des anthozoaires qui sont donc des cnidaires constructeurs qui vont produire un squelette dur type corail rouge. Donc, les plafonds à corail rouge sont typiques des zones semi-obscures de cette biocénose particulière, qui est donc un coralligène des grottes semi-obscures. On peut se retrouver également ici avec un ensemble d'éponges. Donc, vous avez l'éponge rognon qui est en arrière-plan ici sur la gauche, et une Agelas orangée qui est typique aussi de cette formation. On notera aussi la présence ici de l'anémone encroûtante jaune, qu'on retrouve également à l'entrée, mais qui va pouvoir encore aussi se développer dès les premiers mètres. Ensuite, il n'y aura plus assez de lumière pour qu'elle puisse se développer tranquillement. Et en bas, vous avez un plafond à corail jaune solitaire qui peuvent aussi localement être denses, même si généralement ils sont plutôt étalés sur plusieurs centimètres, voire mètres d'écart. Alors, on va faire une petite découverte des espèces qui sont dans cette partie semi-obscure avec une domination assez rapide des éponges et des anthozoaires, même si on va retrouver également d'autres espèces, mais en moins grande importance. Alors, les premières formes que l'on a, on a beaucoup en fait de formes encroûtantes. Donc ça, c'est dû au fait qu'on a un peu
avec cette diminution du courant, on a un peu une raréfaction de la nourriture disponible, et donc on va avoir cette forme encroûtante qui va se développer. Donc on a ici un type Oscarella. Vous voyez ces espèces d'éponges un peu visqueuses là, qui se développent sur les roches. Vous avez la classique éponge encroûtante orange, Spirastella concatrix, qui est très veineuse comme ça, ainsi que l'éponge bleuâtre que l'on voit ici sur votre droite. Autre type d'éponge possible, l'éponge pierre blanche. Alors l'éponge pierre, c'était une découverte quand ils l'ont trouvée du coup, parce qu'elle a une hypercalcification des tissus. Et cette hypercalcification, c'est un trait que l'on pensait disparu depuis des millions d'années, puisqu'on trouve nulle part ailleurs. Et celle-ci, elle est extrêmement dure, tellement dure que voilà, elle a gardé ce trait très ancien. Et en fait, cette éponge, elle se cachait dans les grottes depuis tout ce temps, et c'est pour ça qu'on l'avait pas vue. Et d'autres, on trouve aussi à côté d'elle d'autres Agellas orangés, plus ou moins jaunes et plus ou moins oranges, selon les individus. Et sur votre droite, ici, vous avez aussi une couverture classique des parois avec le corail nain, donc avec des petites flèches oranges qui vous pointent le corail nain. Alors, le corail nain, ça fait des petites touffes de coraux durs, comme vous pouvez le constater. Et également le corail jaune solitaire qui, cette fois, est moins dense que l'on avait vu sur le plafond. Donc, ils sont un peu plus espacés les uns des autres. Et enfin, les derniers anthozoaires qu'on va pouvoir trouver des éponges, on a la Madras étoile sur votre gauche, qui est magnifique, qui est un corail, encore des Agellas orangés, et à gauche. Et à droite, on a ce corail madrépore colonial qui se développe comme ça, comme un tapis sur les parois. Donc, ce que l'on peut résumer, c'est qu'on a vraiment cette domination importante dès les premiers mètres grâce à la perte des algues. Donc, la disparition des gorgones, les algues, etc., laisse la place à ces anthozoaires et à ces éponges dures qui vont du coup coloniser le milieu. Là, on a des photos où on a une très belle colonisation. Dans la plupart des cas, on peut avoir en général des parois qui ne sont pas totalement colonisées. On va avoir des patchs, en fait, ça et là. On a bien sûr d'autres groupes d'espèces qui vont pouvoir y vivre, notamment des crustacés type grande cigale de mer ici. Vous avez également des annélides. On voit ici l'annélide au fond un peu en tourbillon, c'est sûrement une protule lisse. En bas, vous avez des bryozoaires qui vont aussi faire des petits tapis locaux. Donc voici d'autres photos de bryozoaires qui peuvent avoir des formes plus ou moins encroûtantes selon les conditions à l'intérieur de la grotte. Et également des annélides que l'on va surtout trouver en forme encroûtante, qui est la forme majoritaire, puisqu'elle est plus résistante en fait, aux conditions environnementales du milieu. Alors maintenant, on va pouvoir passer aux grottes obscures, qui est vraiment le point le plus intéressant. Et pour ça, on va étudier une grotte qui est devenue un peu légendaire, qui est la grotte des 3 pépés à La Ciotat, qui est une grotte tout à fait remarquable, qui a été découverte dans les années, je crois c'est 80-90, par 3 vieux pêcheurs plongeurs hein, de La Ciotat. C'est pour ça qu'on les appelle les 3 pépés. C'est 3 vieux monsieur qui ont découvert cette grotte. Et donc, c'est Vasselet, Laborel et Armelin qui vont ensuite aller l'étudier, puisqu'elle présente des caractéristiques tout à fait singulières, et donc elle est en fait unique en France. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'à 7 km de l'entrée de la grotte, sur votre gauche, vous avez un canyon. Et la présence de ce canyon à 7 km de là est fondamentale pour ce qui va se passer à l'intérieur, puisqu'il va apporter en fait des larves du profond à l'intérieur de la grotte. Et c'est ce qui va du coup développer cette communauté biologique tout à fait remarquable. Alors, si on fait une coupe de cette grotte, on retrouve nos 3 zones. On a l'entrée qui commence à une quinzaine de mètres. On a ensuite une partie semi-obscure, donc qui est représentée par 1 et 2. Et ensuite une partie obscure, qui est la partie 3. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'on a au début à 15 mètres un petit talus continental qui ensuite descend sur un plateau à vous voyez, 20, 21 mètres, 22 mètres à peu près. Alors, en haut, vous avez des photos du coup de ces différentes zones et l'on voit, on passe d'une entrée florissante avec des grandes gorgones, une zone semi-obscure où on va retrouver ces éponges dures, une zone ici où le courant est tellement bas et la luminosité quasi absente qu'on a
une communauté benthique qui est fixée sur la paroi qui est extrêmement faible et qui se raréfie de plus en plus à mesure qu'on rentre à l'intérieur. Alors, il y a eu des mesures qui ont été faites dans cette grotte, notamment sur la température, puisqu'ils se sont rendus compte qu'elle était particulièrement glaciale en plein été. Donc, il fallait un peu savoir pourquoi. Ici, vous voyez, dans la zone, dans le petit point A, on a relevé une température de 25 degrés, et on voit qu'en descendant de quelques mètres, donc en passant de A à B, on a une chute drastique de la température, et on passe à 15 degrés. Donc, on perd 10 degrés en quelques mètres de descente de la zone A à la zone B. Et ça, c'est hyper important puisque ça crée une condition que l'on pensait réservée aux plus de 200 mètres de fond, qui est une condition de la profondeur. Donc, on se retrouve avec une température qui est à 15 degrés au maximum l'été et qui est du coup à 12-13, qui est le minima méditerranéen durant l'hiver. Donc, cette condition environnementale, elle est tout à fait fascinante puisque ça permet aux espèces des abysses de pouvoir se développer. Et c'est justement ce qu'ils vont découvrir. La première espèce qu'ils vont trouver dans la zone obscure, c'est Oopsacas minuta, qui est une éponge de verre. Donc l'éponge de verre, c'est une famille qui normalement on arrive à les trouver jusqu'à 7000 mètres de profondeur. Et ici, on la trouve dans une grotte qui commence à 15 mètres de fond. On la trouve en gros à 20 mètres de profondeur. Ce qui est tout à fait remarquable et ce qui était absolument impossible de penser à l'époque. C'est le seul endroit en France où vous pouvez aller l'observer, puisque c'est la seule grotte qui reproduit les conditions du profond. Donc on n'a pas de lumière, on n'a pas de courant, donc on a une raréfaction, on a une famine de l'eau, ce qui fait qu'on se retrouve avec des espèces profondes qui ont l'habitude de ce genre de situation. On a une eau qui est tout le temps froide, ce qui est parfait pour cette espèce, puisque cette espèce a une composition en silice, et pour que le métabolisme de la silice soit optimisé, il faut une température qui soit tout le temps basse, entre 13 et 15 degrés. Et elle mesure, pour l'information, 3,5 cm maximum de hauteur. Elle est tellement fine qu'une bulle de plongeur peut la décrocher de son support. Donc, il faut essayer d'éviter d'aller trop la titiller. Jean, je me permets de te couper. Oui. Il y a une question, il vaut mieux en profiter maintenant. Il y a Fred qui demande si la pression elle jouerait là-dessus. En fait, la pression n'y jouerait pas. Alors du coup, là, ben non, en fait. Effectivement, les larves se sont déposées à l'intérieur, n'ont pas de problème avec le fait que la pression soit plus basse. Et justement, ça nous permet aussi de les récolter et de les étudier. Donc ça, c'est aussi un point important que les chercheurs avaient soulevé, c'est qu'on peut faire du coup un prélèvement d'espèces profondes à 20 mètres de fond, ce qui fait qu'elles ne sont pas en tout cas altérées par la remontée à l'air libre. Puisque si on fait le même raisonnement et qu'on va chercher profondément une espèce, en la remontant avec la pression, pour le coup, elle va subir le changement de pression du profond à la surface. Ici, elle ne va pas la subir, ce qui a fait que, justement, Jean Vasselet a pu d'ailleurs les mettre en aquarium et les étudier parce qu'il n'y avait aucun problème de pression. Donc, pour en revenir à nos espèces, la deuxième espèce qu'ils ont trouvée qui est remarquable, c'est, maintenant elle a changé de nom de genre, elle s'appelle Lycopodina hypogea, et c'est la fameuse éponge carnivore. Alors, quand ils l'ont découverte, alors voici, je vais mettre la petite anecdote sur cette photo, la photo qui est à gauche, c'est Jean-Georges Armelin qui prend en photo Jean Vasselet, qui est en train de prendre en photo les éponges carnivores, et la photo de Jean Vasselet, c'est celle qui est à droite. Voilà, comme ça, vous avez toute l'histoire de ces photos. Et donc, au début, quand ils l'ont découverte, ils ont pensé à un hydraire. Parce que, vous voyez, ces filaments, ces tentacules extérieurs, ils ont testé à lui mettre de la fluorine, donc mettre du colorant pour voir son système de filtration, et ça ne marchait pas. Donc, ils se sont dit au début, ça doit être un hydraire un peu étrange. Et puis, non, en fait, ça ne marchait pas, toujours pas. Et quand ils l'ont vu au microscope, ils ont découvert des spicules. Et les spicules, c'est le trait caractéristique des éponges. Donc, c'était bien une éponge, mais une éponge qui ne filtre pas l'eau. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Et bien, ce qu'ils ont découvert, et ils se sont basés en fait sur l'idée du premier découvreur de cette famille. Alors, cette famille, c'est une famille d'éponges profondes que l'on peut trouver jusqu'à 9000 mètres de profondeur, donc encore plus profond que l'éponge de verre. C'est la famille des Cladorhizidae. Et elles ont tenu à peu près 2 ans en aquarium, pour l'anecdote.
Alors ici, du coup, ils se sont basés sur l'idée du premier découvreur. Il avait posé l'hypothèse qu'elle serait peut-être carnivore. Et donc, ils l'ont testé en aquarium pour la première fois, puisque ils n'avaient pas pu la remonter du profond. Là, ils les avaient vivantes, pas en bonne santé. Donc, c'était le moment de tester l'hypothèse. Et ça a marché. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que c'était une éponge carnivore, la première qu'ils ont pu observer et décrire. Alors, voici une time-lapse de comment ça fonctionne. Donc ici, vous avez un corps avec un pédoncule, soutenu par ce petit pédoncule, et des filaments qui sont des filaments en passif, donc ils vont attendre que quelque chose tombe. La crevette ici vient s'accrocher sur les filaments qui en fait vont fonctionner comme du velcro. Et en fait, ce sont les spicules de l'éponge qui sont ces crochets-là et qui vont s'agripper justement aux tentacules, aux branchies, aux antennes, à tout ce qui dépasse. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'elles sont ramenées vers le milieu du corps. Tous les filaments convergent vers le centre. La proie est complètement englobée au centre. On rejette ce qui n'est pas digéré et on retrouve la position de base. Et ça, c'est incroyable parce que chaque filament, ce sont des cellules qui agissent chacune pour elles-mêmes. Et donc, au moment où quelques cellules ont détecté la présence de proie et l'amènent vers l'intérieur, toutes les autres cellules convergent au centre et vont digérer, chacune pour soi-même, la nourriture qu'elles ont besoin. Donc là voici d'autres photos donc, en mode un peu plus asséché, disons. On voit ces filaments qui sont dans le courant et qui vont récupérer du coup ce qui se passe, ce qui est à l'intérieur. Alors du coup, maintenant qu'on a vu le biotope, donc le milieu, ses caractéristiques et ses paramètres, qu'on a vu ensuite la biocénose, donc les communautés biologiques qu'on peut retrouver selon les zones, on va parler maintenant de la dynamique, du comment ça fonctionne tout ça. Parce que si on n'a pas d'algues dès le début, on n'a pas normalement d'activité photosynthétique. Donc, on n'a pas un début de réseau trophique classique, un réseau alimentaire, où ce sont les producteurs primaires, donc les organismes photosynthétiques, qui débutent ce réseau de matière et d'énergie et qui donnent ensuite à toute la chaîne alimentaire de quoi se sustenter. Alors, qui fait ce travail? Alors, il y a eu un gros travail qui a été fait avec tous les grands spécialistes des grottes français en 2015. Et donc, ils sont arrivés à ce graphique-là, qui est le graphique donc, de référence sur la dynamique de cet écosystème. Alors, pour comprendre, vous avez différentes cases qui vous montrent la position des différents protagonistes de cet écosystème. Donc, on peut retrouver les espèces qui vont filtrer, donc soit les filtreurs passifs type cnidaire qui vont attendre que la nourriture arrive, ou les filtreurs actifs type acidie, bivalves qui vont prendre dans l'eau en filtrant. Vous avez la présence de détritivores et d'omnivores qui vont nettoyer le sédiment, puisque vous avez un sol très riche, très très riche en sédiments, et c'est ce qui rend aussi les grottes très dangereuses, puisque si on n'a pas la bonne technique, on peut créer des nuages de sédiments dans les grottes, se retourner et ne plus voir la sortie. Et il y a beaucoup de plongeurs qui sont morts dans les grottes à cause de ce phénomène. La présence de plusieurs carnivores. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est deux protagonistes principaux, ce sont les mysidacées, qui sont ici, et l'apogon, qui ont été du coup positionnés, vous voyez, sur la gauche. Alors, ce n'est pas pour rien qu'ils ont été positionnés ici, puisque, en fait, c'est eux qui sont le garant de l'apport en matière organique, puisque le courant n'est pas assez fort pour en apporter autant, et pourtant, on a cette biodiversité importante qui se développe à l'intérieur. Donc, comment c'est possible que tout fonctionne? Alors, le premier protagoniste, donc ça a été prouvé, donc, c'est Michel Ledoyer et Mireille Armelin-Mévien qui ont beaucoup travaillé dessus, et Pierre-Alexandre Astorgaf aussi. Les mysidacées sont un support, un soutien à l'écosystème fondamental. Donc, ici, vous avez trois photos pour trois espèces différentes de mysidacées. Donc, c'est une famille avec plusieurs espèces. Ce que l'on constate, c'est surtout la présence d'essaims. Donc, en fait, il y a des millions de crevettes comme ça qui se déplacent et qui font un mouvement de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur de la grotte. Et ce mouvement de va-et-vient apporte avec lui donc de la matière organique qui vient de l'extérieur de la grotte vers l'intérieur. Et donc, cet apport de matière organique, qui est fait non pas par le courant, mais par des individus biologiques, va permettre d'envoyer dans l'eau tous les composés organiques que les filtreurs passifs et actifs ont besoin pour démarrer le réseau. Ça a été prouvé, on est sûr. Le deuxième, c'est l'apogon. Donc, c'était justement mon sujet de Master 1, de prouver
aussi son rôle. On l'a prouvé en partie, parce qu'il faut encore pousser pour être sûr, mais l'apogonte, c'est un petit poisson, vous voyez, qui n'est pas très grand, qui est tout orange avec ces deux barres blanches très caractéristiques au niveau de l'œil. Et ce petit poisson, il a été observé avec de très grande densité, donc avec des grands bancs à l'intérieur des grottes, la journée dans la grotte, la nuit à l'extérieur. Ça a été observé, encore faut-il le prouver. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'effectivement, il allait chasser à l'extérieur de la grotte. Alors cette chasse nocturne, elle peut aller très loin, parce qu'on a trouvé donc, dans les estomacs la présence d'espèces typiques des herbiers de Posidonie, par exemple, avec des isopodes ou des crustacés, mais également la présence d'annélides typiques de fonds sableux et également de krill typiques des remontées d'eau et donc de la colonne d'eau. D'ailleurs, quand des comptages ont été faits à l'entrée des grottes de nuit, on n'en voyait pas tant que ça. Donc en fait, les apogons vont loin. Ils vont vraiment chasser très loin. Et ils chassent jusqu'à ce que la nourriture déborde de la bouche. Et donc, quand ils rentrent dans cette grotte, ils vont donc émettre des fécès durant la journée. Et ces fécès vont s'associer avec ceux des mésidacées pour créer du coup encore plus de matière organique pour pouvoir soutenir tout le milieu. Maintenant, la question qui se pose pour la suite de l'étude sur le rôle de l'apogon, c'est est-ce que la quantité de fécès émise est suffisante pour avoir ce rôle de soutien fondamental de l'écosystème? Voilà, alors pour en savoir plus, vous pouvez aller voir, donc il y a eu un court-métrage qui a été fait par Christian Pétron avec Jean Vasselet à l'époque de la découverte de l'éponge carnivore. Donc vous pouvez aller voir, c'est sur les vidéos disponibles publiquement par le CNRS. Et sur ma chaîne YouTube, donc Fish and Dive, j'ai fait une série de vidéos où je reprends un peu ces thèmes et je les développe plus, notamment sur la biocénose, où je vais vraiment voir chaque embranchement pour montrer les espèces et les espèces typiques de chaque embranchement qu'on retrouve dans les grottes sous-marines de Méditerranée. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. On arrive à 29 minutes. On est parfait. Merci Jean pour la présentation. Pour moi, très intéressante, parce que je ne connaissais rien, en tout cas aux grottes sous-marines. Je ne sais pas si dans l'auditoire, il y a des questions ou pas. Vous pouvez poser à mais l'oral. c'est déjà fini. J'aurais écouté encore à une bonne demi-heure. Hein. Merci. Merci. C'est gentil. C'est très gentil. Mais non, mais c'est vrai. Super. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jean-Vincent. C'est vrai que c'est passionnant et ça justement, ça débouche sur le désir d'aller plus loin. Et c'est vrai que moi, j'étais très sensible à ce que tu disais par rapport à ce cycle de la vie qui est différent avec une absence de photosynthèse. Et ça me fait penser à de la zoochorie lorsque les animaux propagent le végétal. Et j'ai bien aimé, j'aime bien sur Terre, partout où on sait regarder, on trouve ces énergies qui font que le vivant se développe, peu importe voilà, c'est beau, peu importe le milieu, il y a toujours des stratégies qui se développent et je trouve ça fantastique. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté de, il trouve toujours une solution pour être là, en fait. Jean, juste une question, c'est pas un piège. Est-ce que tu as commencé à t'intéresser, là je m'éloigne totalement de la Méditerranée, mais c'est parce que je l'ai fait, aux cénotes au Mexique? Non, je ne suis pas allé voir sur ce côté-là. Juste pour savoir s'il y a un parallèle, non, mais c'est un autre contexte, hein, c'est hors contexte en fait, hein, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de piège dans ma question. Mais moi, pour y avoir plongé, c'est vrai que c'est un milieu tellement particulier que peut-être que ça pourrait t'intéresser, toi à titre personnel, tu vois, pour voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Oui, c'est vrai que j'avais vu des vidéos là-dessus, mais il faudrait que je m'y penche sur les études qui ont été faites effectivement sur ces milieux-là. Ouais. Ok, d'accord. Et sinon, c'était très intéressant. Il n'y a plus personne qui parle. Questions ou d'autres interventions? On a perdu personne avec les noms anthozoaires, cnidaires, ça a été clair. Bon, apparemment, ça a été clair.
Du coup, la vidéo, comme j'ai dit, elle est enregistrée. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube de la MPN quand elle sera postée. On fera un post Facebook pour la rendre publique et pour vous avertir. Donc, n'hésitez pas à la diffuser à d'autres personnes qui ont voulu assister ou qui n'ont pas pu. Ou voilà. Donc, n'hésitez pas. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ah, attends, je me réveille. Ça marche pas dans la cheminée, Ah. Fred? Ça marche pas dans la cheminée du Capesterre? Je ne pense pas qu'on ait une zone véritablement sombre. Je crois que Jean-Vincent, il indiquait ça comme une zone de type C, puisqu'on on n'est pas complètement sombre. Alors peut-être que dans des recoins, mais il n'y a pas l'espace Il n'y a, d'un ouais, il y a pas beaucoup plongeur, comme d'espace. c'est pas une cavité qui est immense. Mais oui, en tout cas, ici, il se passe des choses, c'est certain, quoi, malgré la fréquentation. Après, voilà, il faut se rendre compte aussi, donc, par rapport à la grotte. Alors, je vais remonter juste un petit peu rapidement par rapport à la grotte des. Hop, je vais faire comme ça ira plus vite. À la grotte des 3 PP, alors, la différence avec les autres grottes, c'est qu'elle n'est pas d'origine karstique. Et en fait, ça, c'est la très grosse différence, puisque elle n'est pas, vous voyez, elle n'a pas un profil montant, elle a un profil descendant. Et ça, c'est assez rare. Il n'y en a pas tant que ça des grottes de ce type-là. Et c'est ça qui fait l'unicité de cette grotte, c'est qu'on a cette eau qui est piégée et qui est bloquée parce qu'elle devient froide, donc elle est bloquée par rapport aux eaux chaudes. Et c'est pour ça qu'elle garde cette température. Donc voilà, il faut vérifier après si la grotte aussi a un canyon pas loin, parce qu'elle a la chance d'avoir un canyon pas loin qui lui apporte des larves des abysses. Voilà, en fait, il y a tout un entremêle de paramètres qui, du coup, en s'entrecroisant, créent les conditions parfaites pour avoir un morceau d'abysse à 20 mètres de fond. Pardon, je reviens sur sur les apogons. Tu parlais tout à l'heure qui chassaient assez loin de leur grotte. Et Ouais. tu sais à peu près jusqu'à quelle distance ils peuvent aller? Il n'y a pas eu de mesures qui ont été Ouais, faites de d'accord. la distance. Alors, je peux mettre par exemple des photos de proies. Alors, ça, c'est les photos donc, que j'ai pris en photo à l'époque, ce que j'avais sorti des estomacs, des apogons. Donc, on voit que ça mange à peu près de tout, hein. Donc, ici, on a un crustacé typique, un type crabe. Ici, on a des nématodes. Alors, c'est sûrement un nématode parasite d'ailleurs. Là, on a un amphipode. Et ici, on a une galatée, une petite galatée. On le reconnaît avec la queue qui est à l'intérieur, hein, qui entre sous le rostre. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'ils mangeaient. Après, il n'y a pas eu effectivement de mesure de la distance de nutrition. Il y a eu, on a juste constaté par rapport aux heures de la journée, parce que les individus ont été capturés à des heures différentes, on a pu constater comme ça le degré de digestion en fait, selon l'heure, ce qui nous a permis de prouver qu'ils sortaient bien la nuit manger et qu'ils rentraient digérer le jour. Voilà. Moi, je peux vous faire passer en plus ce que j'ai préparé. Enfin, voilà. Ici, vous avez toutes les espèces de poissons. Donc, alors, il y avait 16 grottes étudiées. Et là, vous avez la présence des espèces de poissons, du coup, et le nombre de fois où on les a vus, le nombre de grottes où on les a vus. Donc, ça part de une grotte jusqu'à 16. Et il n'y a que 2 espèces qu'on a trouvées dans les 16 grottes, c'est l'apogon et un petit goby. Mais sa densité, sa biomasse n'est pas du tout suffisante pour qu'il ait un rôle aussi important de soutien. Parce qu'il faut prendre ça en compte aussi. Ils peuvent être là très souvent, mais si la densité, la biomasse n'est pas suffisante, il n'aura jamais assez d'individus pour avoir un rôle important. Après, voilà, c'était juste pour voir les densités de poissons dans les grottes en France. C'est les grottes françaises qui ont été étudiées. Alors, il y en a qui sont à Nice, hein, la grotte Corail, par exemple. Après, il y en a aussi sur Marseille. Donc, on voit qu'à chaque fois, c'est l'apogon qui a la plus grande densité. Et après, on voit que c'est variable. Ça montre aussi la différence morphologiquement aussi des grottes qui peut accueillir des espèces différentes. Parce qu'il y a aussi une question de profondeur, il y a une question, voilà, beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et enfin, ça c'est la définition de ce que c'est qu'une grotte sous-marine, scientifiquement parlant. C'est la définition admise qui a été on a utilisé en fait les études de Rild et de Bianchi pour mettre en place cette définition, qui est la définition de référence quand on parle d'une grotte.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je remercie Jean pour sa conférence, pour le sujet qu'il a proposé. Et on vous dit à une prochaine fois. Il y a une autre conférence, je ne vous dis pas de suite, qui arrivera d'ici un mois. Donc, j'espère que vous pourrez être présente. On vous enverra un mail, on vous fera signe pour pouvoir réserver la date. D'ici là, on vous dit une bonne soirée. On vous remercie encore pour votre présence. Et on se dit à bientôt via Zoom et on espère en vrai un de ces quatre. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci Au beaucoup, revoir. Jean-Vincent. Bonne soirée.